شكرا السيدة الرئيسة، شكرا المدير سرحان. يعني أعتذر، يعني سيكون استثناء، سأتدخل باللغة الفرنسية. Donc, à travers ces mises de récit, ces mises en récit, mais aussi ces oublis ou ces silences, la mémoire a l'ambition de contribuer à la fabrique ou à la production de récits nationaux. C'est bon comme ça? Donc, la mémoire construit ou fabrique des récits d'un événement, d'une période, d'un personnage ou d'une région qui ne sont pas généralement pris en compte ou intégrés dans la métanarration nationale. Ce processus de construction, de reconstruction ou de déconstruction parfois des récits génère donc différents conflits de mémoire ou de mémoire concurrentes. Dans la mesure où des fragments de ces mémoires ou de ces récits mémoriels intègrent le récit national, d'autres tombent dans l'oubli ou sous le voile de silence. Donc, quand on parle de la mémoire, il s'agit généralement de la mémoire nationale qui reste le plus souvent proche du récit national et parfois se confond avec lui, se nourrit de ce récit national, il l'alimente aussi. Mais au sein de cette mémoire collective dominante, on constate ces dernières années aussi l'émergence de mémoires qu'on peut qualifier de locales, qui revendiquent une certaine spécificité et proposent aussi des narrations prenant en compte d'autres récits ou d'autres manières d'être national ou d'appartenance nationale. Ils revendiquent, comme l'a dit Hassan Tariq, donc d'intégrer le récit dans la trame de récit national. Donc, comment peut-on expliquer ou interpréter ces nouvelles revendications de mise en récit d'intégration? Sont-ils symptomatiques d'un essoufflement de récit national ou révélatrices d'un changement de perception et surtout de représentation ou des représentations au pluriel de l'appartenance nationale de la nation au sein de ce récit national? Pour répondre à ces questions, je vais me focaliser sur la signification de termes national à partir de cas marocains et plus précisément peut-être à partir des exemples de la mémoire locale dans le RIF. Donc, je vais passer rapidement sur l'aspect théorique, surtout lorsqu'on aborde la thématique de national. Donc, plusieurs questions peuvent être soulevées. Comment définir le national par rapport à qui, comme l'a dit Hassan Tariq, par rapport à l'autre, à l'étranger, et par rapport à quoi? Définir le national par sa composante politique et guide des autres composantes économiques, culturelles, sociales, religieuses, etc. Donc, rien n'est évident ou naturel dans le national. Ce qui m'intéresse ici, c'est le national perçu comme un lieu commun, mais aussi, bien évidemment, comme lieu de politique et de pouvoir par excellence, mais sous le prisme de la mémoire locale et de problèmes de représentation dans le récit national, c'est-à-dire à partir du point de vue des acteurs. Et le national, de point de vue des acteurs, est évoqué tantôt par rapport à l'appartenance à la nation, tantôt par rapport à l'identité, au récit ou au mouvement nationaliste. J'ai pris la lutte pour l'indépendance comme un moment fondateur pour expliquer un peu le dialogue entre ces mémoires locales et le récit national ou la catégorie nationale en général. Donc, comme a été dit ce matin à plusieurs reprises, donc la narration de la lutte pour l'indépendance est principalement dominée par deux de ses acteurs principaux, à savoir la monarchie et le mouvement nationaliste, y compris les tendances qui formeront plus tard ce qu'on a appelé l'opposition nationaliste, qu'elle soit de sensibilité conservatrice ou de gauche. Comme l'explique l'historien Hobsbawm, la nation est un phénomène essentiellement construit d'en haut par les élites intellectuelles et politiques qui seules ont le pouvoir de nommer. Donc, dans le contexte marocain, vu les défis de moment de l'indépendance et surtout les enjeux liés à la construction et à la formation de l'État-nation, il est donc tout à fait naturel entre guillemets, que la monarchie et le mouvement nationaliste soient les seuls auteurs de romans nationaux ou de récits nationaux, même si, comme l'a relevé c'est deux termes qui renvoient à
à deux choses différentes. Donc c'était tout à fait naturel qu'ils définissent ce qui rentre ou pas dans la catégorie nationale. De cette coproduction et élaboration d'une conception de la nation et du nationalisme sont exclure bien sûr des séquences de concurrence, de négociations, d'arrangements, de conflits, mais ce n'était pas le même degré de conflit par rapport à la course ou le partage de pouvoir. Donc entre les deux acteurs émerge le récit d'un État national uni et centralisé avec l'islam et l'arabité comme deux composantes essentielles et exclusives de l'identité nationale, et la monarchie comme l'unique garant de l'unité nationale. Ce récit entretient bien sûr des liens de continuité et de connexion assez fortes avec l'histoire de l'Empire chérifien. Ainsi, la monarchie, notamment sous le règne de Hassan II, revendique fortement cette continuité, bien qu'étant assez sélective dans ses choix. Elle revendique la continuité avec certaines périodes lointaines, comme la dynastie idrisside, plutôt qu'avec d'autres, et même au sein de la dynastie actuelle alaouite, elle revendique une certaine continuité forte avec, par exemple, Moulay Ismaïl et Moulay Hassan Ier, plutôt qu'avec d'autres. Donc, cependant, cela n'empêche pas de mettre en avant la continuité de l'État ou de l'Empire depuis la dynastie idrisside jusqu'à la dynastie alaouite. Mais au contraire, cette continuité donne un fondement plus profond et plus solide à l'arabité et surtout à l'islamité de l'identité marocaine, puisée donc auprès de la dynastie fondatrice des Idrissides. De son côté, le mouvement nationaliste et notamment le parti Istiqlal peaufine son récit en se présentant comme un mouvement culturel et politique de gens bourgeois citadins qui s'allie au sultan Mohamed Ben Youssef et qui prend l'action politique. Réformiste à ses débuts, le mouvement pour l'indépendance revendique l'indépendance depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il se présente ainsi en rupture, voire en opposition avec les résistances armées, soit les résistances des années 1920 et jusqu'en 1930, ou dans une moindre mesure avec l'armée de libération et les résistances armées urbaines des années 50. Donc, ce récit sélectionne également ces pratiques commémorative, comme l'a mentionné le professeur Rachik, à travers la définition de calendrier des fêtes nationales, des symboles nationaux aussi. Ce récit, ainsi établi, comme tout récit, laissera à la marge d'autres événements ou acteurs qui ne rentrent pas dans ces critères de sélection. Ceci aura nécessairement un impact immédiat ou à long terme sur les représentations de la nation, le sentiment d'appartenance nationale et l'émergence par la suite de demandes de réécriture de l'histoire et d'intégration d'autres mises en récit dans la trame de récit national. Je prends le premier exemple, c'était peut-être parmi les premières revendications par rapport à ce récit, c'est celui des revendications du mouvement Amazigh, et je parle sous l'autorité de M. Hassan Rachik et de Fadma, qui dès les années 1970 réclamait une nouvelle définition de l'identité nationale, intégrant la composante amazigh comme élément principal de l'identité nationale. On a vu comment la Constitution de 2011 entérine le caractère pluriel de l'identité nationale en intégrant la composante amazigh et d'autres composantes comme la composante sahraoui ou rawafid al-Andalusia, etc. L'autre exemple concerne le calendrier des fêtes et des commémorations. Mon professeur Hassan Rachik a parlé déjà de la date de 11 janvier, considérée comme date fondatrice dans le processus de revendication de l'indépendance et célébrée chaque année comme fête nationale. Cette fête est remise en question par certaines revendications mémoriales ces dernières années. En fait, ces revendications ne contestent pas l'importance de cette date, mais l'hégémonie de récit d'un acteur de la mouvance nationaliste. Donc, les revendications mémoriales insistent sur l'intégration de d'autres dates dans le calendrier des fêtes pour commémorer la lutte pour l'indépendance, en mettant surtout l'accent sur l'action de mouvements nationalistes dans la zone du Nord. Ce dernier aurait en effet été le premier à présenter un mémorandum pour l'indépendance aux autorités de protectorat espagnol. Et donc, la narration nationaliste ne fait par ailleurs qu'une place mineure au mouvement nationaliste dans l'ex-zone de protectorat espagnol.
Un troisième exemple de revendication de négociation d'intégration dans la trame de récit est celui de la mémoire de la résistance ou des résistances en pluriel. On trouve ce discours revendicatif dans les régions berceaux de ces résistances des années 1920-30, dans le Rif, le Sud-Est, le Moyen Atlas ou le Souss. Ce discours fait de la mémoire de la résistance le lieu d'appartenance à la nation. Cependant, face, selon ce discours, à l'absence de reconnaissance de cette résistance dans ce récit national et notamment son exclusion de mouvements nationalistes, comment mettre en récit et en scène le sentiment d'appartenance à la nation. Les guerres de résistance donc, ne font pas pleinement partie du registre nationaliste, bien que les nationalistes revendiquent la mémoire de certaines guerres des années 1920-1930. Cette question a été traitée, par exemple, par l'historien Abdullah El-Aroui, mais ici je cite le professeur Bouaziz, qui dit عادة ما تقدم المقاومة المسلحة كمقابل للحركة الوطنية ووجه المقابلة ليس فقط شكل ممارسة النضال ضد المستعمر أي الفعل السياسي مقابل الفعل المسلح بل كثيرا ما تفرعت المقابلة لتنتج أزواجا متعددة من قبيل النزوع نحو التفاوض والمساومة النزوع نحو التطرف الانتماء الحزبي الانتماء للوطن. يضيف الأستاذ بوعزيز بالرغم من الاختلاف النوعي بين حركة الجهاد 1909-1943 وحركة محمد بن عبد الكريم الخطابي والمقاومة المسلحة 1947-1960 من حيث الظرفية وأشكال الفعل والمواجهة والغايات السياسية المعلنة والمضمرة، فإن مقاومي ما بعد الحرب العالمية الثانية وبالتفاوت قد تمثلوا الحركات المقاومة السابقة لهم وشكلوا من أعلامها رموزاً مغذية لالتزامهم وشاحذة لحماسهم وتضحياتهم. Mais si cette exclusion ou opposition entre le mouvement national et les résistances armées paraît naturelle pour les différentes résistances des années 1920-1930, le cas de la résistance rifin semble problématique. Bien que les jeunes du mouvement national reconnaissent l'influence de la guerre de Rif dans leur prise de conscience et la naissance de sentiment national, leur représentation de cette guerre d'Abd-Krim et l'usage qu'ils en font après l'indépendance reste fort hétérogène et contrasté, vacillant entre la critique, le dénigrement ou l'opportunisme politique. Et puis, un dernier exemple est celui de la périodisation qui dialogue un peu avec ce qu'a dit ce matin Sil Araichi, c'est-à-dire le choix de la période de la fondation de la dynastie idrisside comme date de fondation de l'Empire ou la revendication de nouvel état de nation de cette longue trajectoire historique. Là aussi, des mémoires revendiquent d'intégrer l'histoire des périodes précédant la fondation de la dynastie idrisside. Je prends l'exemple des revendications mémoriales dans le Rif concernant l'Imarat Nukur ou Imarat Banu Saleh. Cet Imarat, fondé par les Banu Saleh au début du 8e siècle, dans la région de Rif centrale, est surtout connu dans la mémoire locale par son port cité Al-Mazamma, qui fut un important pôle de transit de commerce transsaharien de façon intermittente jusqu'au XVIIe siècle. Si l'Imarat perdait de son influence avec sa destruction par les Moravites, Al-Mazamma retrouvera son importance d'après les écrits de l'époque avec les Almohades. Et puis, tout au long des siècles XIIIe et XIVe siècle, Al-Mazamma pratiqua le commerce avec les puissances maritimes telles que Venise ou la Catalogne. Au début du XVIe siècle, ce port tombe en décadence avant d'être détruit par Moulay Rachid. Pendant la guerre de Rif, Al-Mazamma devint le khalij des Imjahdan, c'est-à-dire des combattants. Il joua ainsi un rôle important en raison de sa position stratégique en face de l'îlot An-Nukur occupé par les Espagnols. Al-Mazamma acquit aussi ainsi une certaine sacralité et devient un territoire de grande valeur historique.
Au début des années 1960, un village de vacances de club méditerranéen a été construit sur le site d'Al-Mazama, bien qu'il ne faisait pourtant pas partie de la stratégie touristique de club. Le Club Med a été fermé en 2003, puis dans le cadre de programme touristique Vision Al-Husima 2015, un projet d'aménagement touristique soigné méditerranéen fut inauguré donc à la place de l'ex-Med et donc sur une grande partie du site Al-Mazama. Donc c'est cette trajectoire historique en plus d'arguments écologiques qu'un comité d'association locale mobilise pour sauver les derniers vestiges d'Al-Mazama. Cette séquence a également remis en avant les revendications des entrepreneurs de la mémoire locale quant à la reconnaissance et l'intégration de l'histoire de cette île marine dans le récit national, mais aussi l'ensemble de l'histoire des Phéniciens, des sites phéniciens dans la région, etc. Ces exemples marquent d'une certaine manière l'usure de récit national du moment de l'indépendance et sa fragilisation par la montée et l'émergence d'autres mémoires divergentes ou conquérantes qui questionnent le mémoire officiel et revendiquent d'avoir leur place et de s'intégrer dans le grand récit national. Cette émergence a également été rendue possible par le processus de libéralisation politique initié depuis le début des années 90. Et cela a permis aussi l'ouverture, comme l'a dit Hassan Tariq, l'ouverture de grands récits sur les récits mineurs et la création d'espaces de débat, de remise en question, des négociations, d'intégration, mais aussi des silences et des non-dits qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette demande sociale de reconnaissance d'un passé, mais aussi et surtout d'un présent, occulté, oublié ou méconnu, constitue un défi et une opportunité pour les auteurs de récits nationaux, car elle les amène à s'interroger sur la représentation de passé et de présent dans le récit national. Pour conclure, donc, dans un contexte de changement universel concernant l'État-nation, c'est-à-dire les différentes mutations qui traversent son modèle d'organisation politique et les défis auxquels il est confronté, l'État-nation a-t-il toujours le monopole de la fabrique de la méta-narration? Hassan Rachid disait qu'il est contre que l'État s'implique dans la fabrique de récits nationaux. Et donc, à l'ère des mobilités multiples, on parle désormais de transnational, de transallégeance, de double ou trans-appartenance. Dans le contexte marocain, donc, on a adopté le terme marocain de monde. Comment donc, dans ce contexte, le grand récit national peut-il maintenir son hégémonie unifiante? Comment peut-elle faire face aux demandes sociales multiples et aux multiples usages de l'histoire nationale, aux multiples et nouvelles expressions d'appartenance ou d'identification banale, ordinaire, comme disait Michael Bellic, des gens de génération aux moins jeunes, des Marocains de monde, aux générations des réseaux sociaux. Donc, on peut voir les symboles ou ces nouvelles expressions d'appartenance banale, ordinaire dans les stades de football, dans les chansons, les t-shirts, les porte-clés, etc. Mais aussi le drapeau, les drapeaux. Donc, il y a tout un débat sur les drapeaux. Dans quelle place le récit fera-t-il, par exemple, le pluralisme linguistique pas au Maroc, mais des enfants de la diaspora ou des Marocains du monde. Il y a donc toute une série de questions, mais je pense que j'ai épuisé mon temps, donc voilà, merci beaucoup.